Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de LCP Public Sénat. On va refaire l'actu politique et parlementaire de la semaine. C'est l'heure de Parlement Hebdo avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Cette semaine a été marquée par le départ de Christiane Taubira du gouvernement. Celle qui sera restée près de 4 ans garde des Sceaux a quitté le gouvernement en raison d'un désaccord politique majeur, a-t-elle dit. Jean-Jacques Urvoas la remplace. Même jour de ce départ, Manuel Valls était devant la commission des lois pour présenter la nouvelle formule retenue sur la déchéance de nationalité. La référence aux binationaux a disparu du texte, mais la polémique, elle, continue. Et puis remarquez cette semaine le dialogue de sourds dans l'hémicycle sur le projet Notre-Dame-des-Landes. Cécile Duflot a interpellé le gouvernement sur ce dossier sensible. Réponse cinglante du Premier ministre. On le verra tout à l'heure. Et pour commenter toute cette actualité, Christophe Carrèche est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Parti Socialiste, député de Paris. Vous faites partie de ce que l'on appelle le pôle des réformateurs. Les réformateurs, ce sont ceux qui sont sur la ligne de Manuel Valls. On est bien d'accord avec cela? Oui. Vous allez Notamment. pouvoir nous en expliquer et vous expliquer dans un instant. On va commencer tout de suite par la suite de nos sujets. 61 propositions lundi pour rappeler les principes fondamentaux du Code du travail. C'est le rapport Badinter. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand a remis son travail à Manuel Valls. Le rapport servira de base au projet de loi présenté par Myriam El Khomri. Stéphanie Despierres. C'est l'acte 1 de la réforme du Code du travail. Robert Badinter a remis son rapport à Manuel Valls. Rédigé par un comité de 9 juristes, le texte réaffirme clairement la place du CDI. Pas question non plus de remettre en cause le SMIC. Sur les heures supplémentaires, le rapport Badinter ne prend pas vraiment position, mais il martèle l'idée que tout salarié qui travaille plus de 35 heures a droit à une compensation. Le Premier ministre, lui aussi, écarte toute remise en cause des 35 heures. Il y a une durée légale, normale du temps de travail. Elle est aujourd'hui fixée à 35 heures. Demain, elle peut être modifiée. Enfin, ce n'est pas le sens de ce que nous préparons. Le gouvernement veut simplifier le Code du travail, le rendre plus lisible et plus souple. Mais pour la droite, il faut accélérer les réformes. Je crains que ce ne soit un alibi à une forme d'immobilisme. Voilà, M. Macron a fait des déclarations. Nous attendons aujourd'hui qu'elles se traduisent en actes. Les 35 heures aujourd'hui sont une source de blocage majeure. Il faut lever cette source de blocage. Si vous ne touchez pas réellement dans l'année 2016 au temps de travail, si vous ne touchez pas à ce qu'est le contrat unique, je ne vois pas bien en quoi ça peut permettre la création d'emplois. Les 61 principes énoncés par le rapport Badinter deviendront le préambule du nouveau Code du travail. Ils guideront évidemment le projet de loi de réforme du Code du travail. Myriam El Khomri le présentera le 9 mars prochain en Conseil des ministres. Alors, ce rapport, Christophe Carrèche, ne veut pas toucher ni aux 35 heures, ni au CDI, ni au salaire minimum. À quoi va-t-il servir si c'est pour ne toucher à rien du tout? Si. D'abord, c'est un projet très important parce que le chômage continue de progresser dans notre pays. On a fait un certain nombre de choses, mais on voit bien qu'il faut aller plus loin. Et même aujourd'hui, alors qu'on n'est pas très loin de 2017, je pense que le gouvernement a raison de vouloir continuer à essayer de trouver des solutions et à réformer. Je partage ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut que ces réformes soient suffisamment significatives pour qu'elles aient des effets. Est-ce qu'elles sont significatives? Je pense que la logique qui est proposée, notamment par Robert Badinter, qui est de dire, et par le gouvernement, qui est de dire, on va renvoyer toute une série de choses à la négociation, soit dans les branches, soit dans les entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est même une petite révolution dans ce pays. Parce que cela signifie que va se négocier au plus près du besoin des entreprises toute une série de choses, notamment, bon alors évidemment le débat est assez technique, mais notamment la question du temps de travail. On ne touche pas à la 35 heures. On ne touche pas aux 35 heures. On ne touche certes pas aux 35 heures, mais on va toucher à la manière dont est discuté les heures qui sont travaillées au-delà des 35 heures. Mais excuse-moi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui... Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent plus de 35 heures dans ce pays. Est-ce que vous auriez souhaité, vous, qu'on touche aux 35 heures? Non, je trouve que c'est un débat très, comment dirais-je, symbolique, comme on les aime dans ce pays. Ouais, c'est un tabou. Oui, une espèce de tabou, etc. Mais encore une fois, quand on regarde la réalité, ce débat, il n'a pas beaucoup de sens. La suppression des 35 heures, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on allonge le temps de travail sans payer les heures supplémentaires. Ce que proposent certaines personnalités de la droite dans leur programme aujourd'hui.
et notamment, il y a eu un rapport au Sénat qui le propose. Ce n'est pas ni ce que propose, évidemment, le Premier ministre, ni ce que propose d'ailleurs Emmanuel Macron. Il n'a jamais proposé cela. Ce que l'on propose, c'est de dire qu'il peut y avoir une marge de négociation sur la valorisation puisque au-delà de 35 heures, vous avez un seuil minimum qui est de 25% ou 10% d'augmentation du salaire de l'heure supplémentaire. Absolument. Ce qu'on propose, c'est que cette question soit soumise à la négociation. La ligne d'Emmanuel Macron, elle n'a pas réussi à passer là. Si. Vous aurez une Il aurait négociation. préféré que ce soit en dessous des 10%. On ne va pas être trop technique, mais il aurait préféré que ce soit en dessous encore. D'abord, moi je considère que ça se discute. Ça fait partie de la discussion. Ça reste à négocier? Enfin, ça reste à négocier. Ça fera partie de la discussion au Parlement. Bon, moi ça ne me choque pas qu'on aille en dessous des 10%. Qu'est-ce que dit Emmanuel Macron? C'est exactement la même logique qu'il a eue sur le travail du dimanche. Le travail du dimanche, on a dit, c'est aux partenaires sociaux de négocier les compensations salariales. Il y avait un certain nombre de députés, notamment Benoît Hamon, je me souviens très bien, qui dit qu'il faut fixer un seuil minimum. Monsieur Macron a dit non parce que il faut d'abord faire confiance aux partenaires sociaux et deuxièmement, en fixant un seuil minimum, vous allez mettre tout le monde au seuil. Bon, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans la négociation, c'est qu'on constate que les syndicats obtiennent énormément. Pas énormément. Ils obtiennent des avancées très significatives sur les salaires. Donc il faut faire confiance aux syndicats. Et moi, je considère qu'il n'y a pas nécessité de fixer un seuil. On va voir aussi sur les autres textes que vous en pensez, et notamment aussi sur les manifestations en tout genre qui ont eu lieu mardi. Il y a eu une forte mobilisation dans la rue, notamment du secteur des fonctionnaires, mais il y a eu aussi les taxis qui ont mobilisé toute la semaine. Regardez ce reportage d'Elsa Mondin-Gavin qui va vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé autour des taxis, et notamment les explications sur cette loi Thévenoud qui va être modifiée. Fin 2014, une proposition de loi a été adoptée. Elle devait pacifier les relations entre les taxis et les VTC. Oui, il y a de la place pour tout le monde. D'un côté, modernisation des taxis avec par exemple terminal de carte bancaire obligatoire. D'autre part, interdiction pour les VTC de circuler sans réservation préalable. Mais selon l'auteur de la loi Thomas Thévenoud, celle-ci n'est à ce jour pas correctement appliquée. Pour des raisons de moyens, parce que c'est vrai qu'il faut déployer des forces de police. Aujourd'hui, la police des taxis, c'est 90 BOR, on les appelle comme ça, pour 20 000 taxis et 7 000 VTC. Donc évidemment, ils sont fort peu nombreux. Plusieurs incidents se sont produits, donnant lieu à une vingtaine d'arrestations. Le Premier ministre a condamné ces violences. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur et celui des Transports ont ensuite reçu à Matignon une délégation de représentants d'organisations professionnelles de taxi. Les réunions se sont succédées toute la semaine. Toute la semaine a été marquée par cette grève des taxis, avec des violences aussi, quand même, très fortes. Trop. Trop. Vous condamnez tout cela? Oui, je condamne tout cela. Je vais dire une chose très, très claire, c'est que les taxis sont d'abord victimes d'un système qui a été encouragé d'ailleurs, ou accepté en tous les cas par l'État, mais qui a été aussi accepté par la profession elle-même, qui a consisté à créer, à mettre sur le marché des licences administratives, à créer une véritable bulle autour de ces licences, qui ont été multipliées par 4 depuis les années 2000. Et je comprends que les taxis, et notamment les derniers taxis qui sont arrivés et qui ont acheté ces licences, se préoccupent de leur avenir. Ils ont raison. Mais la question, ce n'est pas d'empêcher les autres de travailler. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de régler ce problème. Et donc, il faut maintenant l'affronter, ce problème. C'est comment on fait, parce qu'évidemment, cette bulle, elle va finir un jour ou l'autre par exploser. C'est le cas. Donc la question, elle est en train, effectivement, d'exploser, naturellement. Et bon, il y a des responsabilités. Il y a, au passage, quand même des gens qui s'en sont mis pas mal dans la poche. Parce que ces licences, elles ont été données gratuitement. Elles sont aujourd'hui à plus de... Elles étaient à 200. Ceux qui ont acheté des licences dans les années 2000, qui étaient autour de 40 000 euros, elles coûtaient à l'époque 40 ou 50 000 euros, elles ont été jusqu'à 200 000 euros. Donc vous voyez la plus-value. Un changement des choses depuis. On a l'impression que c'est un peu la cacophonie, que ce secteur est un peu livré à lui-même. Est-ce qu'il faut que l'État, et a-t-il les moyens, surtout de reprendre un peu... Moi, je pense que il y a ce problème des taxis. Ça, je pense qu'il faut que l'État, et je pense qu'Emmanuel Macron a fait des propositions intéressantes,
qu'on essaye de trouver une sortie sur cette question des licences. Parce que fondamentalement, c'est ça qui, à mon avis, plombe le dossier. Et il y a la situation des VTC. Alors, aussi. je parle de la situation des VTC. Je considère Les d'abord... véhicules avec chauffeur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je considère d'abord qu'il y a un potentiel de croissance dans ce secteur très important. Donc il y a de la place pour tout le monde, pour parler clairement. Et je crois que l'État aurait tort de freiner le développement des VTC. Et notamment, je demande au gouvernement de prendre l'arrêté sur les formations des chauffeurs, qui n'est toujours pas pris, et qui bloque aujourd'hui la formation de beaucoup de chauffeurs VTC. On aide trop les taxis aux dépens des Non, VTC. je pense qu'il y a, chez certains, l'idée, et notamment aussi de l'opérateur qui est quand même très en position dominante chez les taxis, il y a une volonté de faire porter une responsabilité qui est la leur, qui est d'abord la leur, sur les autres. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc il faut remettre de l'ordre dans tout ça et appeler chacun... C'est ce que nous faisons. C'est vrai que la loi Thévenoud, disons-le clairement, ça a été une ligne Maginot. Bon, les lignes Maginot, elles sont contournées. Donc elle n'a pas servi à grand-chose pour vous? Elle n'a pas servi à grand-chose, si, elle a un peu apaisé la situation, mais soyons clairs, il y avait un certain nombre de dispositions qui ne sont pas appliquées parce qu'elles étaient inapplicables. Quand j'ai vu arriver les amendements, au dernier moment, j'étais dans l'hémicycle, moi j'ai dénoncé ça. Quand j'ai vu arriver les amendements où on demandait aux VTC de retourner à la base, etc., c'est des trucs qui sont évidemment impossibles à appliquer. Il faut une nouvelle loi? Ou c'est pas nécessaire? Il faut la loi. Moi, je suis pas un fanatique de la législation à tout prix. C'est pas dans la loi qu'on règle tous les problèmes. Mais il faut retrouver effectivement comment dirais-je, un cadre qui permette à tout le monde de se développer. Et il faut régler le problème des taxis. Et le problème des taxis, c'est les licences. C'est dit. C'est dit. On va poursuivre la semaine. Une passe d'armes a eu lieu, Christophe Caresche, à l'Assemblée sur le projet de construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous étiez dans l'hémicycle. Cécile Duflot s'est fait répondre sèchement par Manuel Valls. Écoutez. Le président de la République, François Hollande, a déclaré en direct à la radio le 5 janvier 2015 « Tant que les recours ne sont pas épuisés, le projet ne peut pas être lancé ». À ce jour, plus de 17 recours sont toujours en cours, y compris au niveau européen. Ils portent notamment sur la loi sur l'eau et la biodiversité. Ma question est simple. Pouvez-vous nous confirmer ici, Monsieur le Premier ministre, que vous ne trahirez pas la parole du président de la République? Je le rappelle, ce projet est en effet soutenu par l'ensemble des collectivités locales. Il s'agit de qui, Madame Duflot? Du président du conseil départemental? Du président du conseil régional, qui est sur la même position que son prédécesseur? De la maire de Nantes? De plusieurs parlementaires? De l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont vous étiez vous-même membre du gouvernement? Ont-ils tort, Madame Duflot? Connaissent-ils moins bien que vous la réalité du terrain? On a l'impression que Cécile Duflot et Manuel Valls sont sur des positions inconciliables. Vous avez ressenti aussi ce dialogue de sourds? Oui, mais je pense que Manuel Valls a raison. C'est un projet local, régional. Ce n'est pas un projet national. Moi, je suis de ceux qui pensent que les problèmes régionaux, il faut qu'ils soient réglés au niveau régional. Et donc... mais là, vous sentez quand même le combat politique. Oui, mais bien sûr, il y a une instrumentalisation, etc. Ouais. Mais je suis toujours frappé de voir que dans ce pays, tout remonte au niveau central, au niveau du Premier ministre, etc., etc. Quand on a un problème, on demande un rendez-vous au Premier ministre. Vous connaissez bien les écologistes. Je le dis sincèrement, parce qu'on est un pays sans doute hyper centralisé, mais ces questions-là, elles doivent se régler dans un cadre local. Ce n'est pas un projet national. Bon, voilà, et Manuel Valls a raison de dire qu'il y a un consensus politique. Donc le projet se fera pour le faire. Le projet se fera, malgré l'opposition. J'ai l'impression, oui, parce que le projet a été décidé, parce que le droit le permet, et donc, évidemment, question très simple. Le processus... Très simple et très politique. Christophe Caresche, est-ce que vous pensez que vous avez encore besoin des écologistes au gouvernement? Moi, je suis assez désespéré par l'évolution des écologistes. Parce que je pense que c'était comment dirais-je, un partenaire très important pour nous, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan politique. Et je suis vraiment consterné de voir que ce parti, qui pouvait être un appui très important, se retrouve finalement dans une situation de fracture, de difficulté pour se faire entendre. Une partie de ce parti est en train de basculer dans une surenchère
qui à mon avis n'est pas audible, une espèce de contestation permanente de tout. Bref, donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui pour vous dire ce que c'est un grand gâchis. Voilà. Aurait-il leur place aujourd'hui dans un gouvernement? Certains, oui. Bien évidemment. Certains ont parfaitement leur place dans le gouvernement. Ils le soutiennent. Je pense à François de Rugy, à Barbara Pompili. Il y a tout Vincent Placet ici, etc. Donc eux sont restés, je trouve, assez fidèles à l'engagement qui avait été pris en 2012. Et malgré les difficultés, essayent de les affronter et d'avancer. Je suis beaucoup plus sévère pour l'attitude de Cécile Duflot, pour rien vous cacher. Et pendant ce temps-là, on parle d'écologie, pendant ce temps-là, donc les sénateurs ont voté à une très large majorité un texte très important qui est celui sur la biodiversité, texte d'envergure depuis 1976 sur la protection de la nature. Il devra ensuite revenir à l'Assemblée nationale, Christophe Caresche en deuxième lecture, avant une adoption définitive, avant la fin de l'année. De façon très courte, vous pouvez nous dire peut-être si ce texte est d'un enjeu majeur et pourquoi est-ce qu'il a été aussi long à accoucher, près de 4 ans? Le texte sur la biodiversité. Ça, honnêtement, c'est pas ma spécialité. De façon très courte, parce que vous êtes parlementaire, ça a été très très long, c'est un processus, ça a mis plus de 4 ans à arriver. Est-ce que c'est oui, mais peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a eu l'urgence ou pas sur ce texte, peut-être pas, il y a le calendrier parlementaire, bon voilà. C'est pas la priorité. Mais enfin, tout le monde a l'air quand même de s'en féliciter, donc les textes qui sont longs à être discutés et qui arrivent à un consensus, c'est pas forcément... Je vais revenir sur votre thème aussi, sur les collectivités, notamment sur ces nouvelles régions de France. Il y a le nouveau président des régions de France qui a été élu, c'est Philippe Richert, c'est le patron de la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Il a été choisi, il remplace Alain Rousset. Ces patrons de région, Christophe Caresche, c'est un peu les nouveaux barons, on ne peut rien faire sans eux, notamment sur la question du chômage. C'est le lien avec le gouvernement, on le voit, hein, le lien très fort qui unit le gouvernement et ses présidents de région aujourd'hui. Moi, je les vois pas comme des points de blocage, je les vois au contraire comme des appuis. Et je pense qu'on doit aller vers la régionalisation plus forte d'un certain nombre de politiques. Alain Rousset s'est beaucoup battu pour cela, très courageusement, et d'ailleurs avec raison. Moi, je l'ai soutenu à chaque fois que je le pouvais. C'est vrai que dans les lois de décentralisation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, sur ce que dit M. Bertrand sur l'emploi, sur le chômage, je suis tout à fait d'accord pour qu'une partie de la politique d'accompagnement des chômeurs de l'emploi soit décentralisée au niveau des régions. Il faut le faire, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a plus d'efficacité, plus d'adaptation. C'est le bon échelon pour répondre à ce... Absolument. Et donc Xavier Bertrand a fait des propositions que moi je trouve très positives. Je dis au passage qu'un amendement avait été voté à l'Assemblée nationale pour faire ce que demande M. Bertrand et que le gouvernement s'y était in fine opposé. Bon, je le regrette. C'est Mme Iborra qui avait proposé cet amendement. C'était un amendement tout à fait pertinent et j'espère qu'on va reprendre ce travail. Alors on va passer à la séquence politique de la semaine, mercredi, une décision qui n'a pas vraiment surpris mais qui a frappé tout le monde. C'est à mercredi. Désaccord politique majeur, c'est la raison invoquée par Christiane Taubira pour justifier son départ du gouvernement. Après près de 4 ans passés au ministère de la Justice, celle qui incarnait la caution de la gauche de François Hollande a repris sa liberté. Un départ très commenté, Germain Andrieux. C'est une demi-surprise et surtout une requête incessante des Républicains qui réclamaient sa démission. Après ses déclarations contre la déchéance de nationalité, le statu quo sur la garde des Sceaux était devenu intenable pour l'opposition. La situation dans laquelle se trouvait Mme Taubira était totalement ahurissante. Exprimer une opposition forte, réitérée à un texte porté par le gouvernement et se maintenir dans le gouvernement était totalement inédit. Ça fait au moins 2 ans qu'il n'y a plus de garde des Sceaux. Donc de ce point de vue-là, ça ne changera sans doute pas grand-chose. Simplement, ce que ça acte aujourd'hui, c'est clairement une fissure qui s'agrandit au sein de la majorité. Une démission avec un calendrier très précis. C'est aujourd'hui que s'ouvre le débat sur la révision constitutionnelle de la déchéance de nationalité. Tout avait déjà été tranché, c'est Manuel Valls qui soutiendra le texte dans l'hémicycle. Christiane Taubira avait des désaccords de plus en plus grands avec certaines politiques du gouvernement. Je crois que la problématique de la déchéance de nationalité a conduit à cette démission. Donc à partir de là, elle a tiré les conséquences sûrement de ces désaccords politiques avec l'orientation actuelle du gouvernement. Sur une affaire comme ça, à un moment donné, ça explose et elle ne peut pas continuer à être complice d'une politique qu'elle n'approuve pas. Une démission de la garde des Sceaux acceptée par François Hollande. Pour la remplacer, Jean-Jacques Urvoas a été nommé. Ce député, proche de Manuel Valls, présidait la commission des lois
depuis 2012. Est-ce que vous avez été surpris par ce départ? Est-ce que c'est au contraire la conclusion politique logique Oui, je pense que c'est une conclusion tout à fait logique. Je pense que ça aurait été très compliqué pour Madame Taubira, alors que le texte qu'elle aurait dû porter était en discussion, de ne pas le présenter, ne pas le soutenir au Parlement. Je pense qu'il y a un moment, effectivement, où le désaccord devient ingérable. Donc voilà, elle en a tiré les conclusions et c'est assez logique. L'impression que le chemin, ça y est, la route est dégagée, il n'y a plus de contestataires au gouvernement. C'est parti? Parce qu'il y a deux logiques, si vous voulez. Ouais. Il y a une logique d'efficacité qui passe par la cohérence, qui passe par la cohésion du gouvernement. On croira entendre Manuel Valls. Mais je pense qu'il a raison. Je comprends qu'en tant que Premier ministre, il soit attaché à cela. Et puis, il y a une logique de rassemblement. Et il y a un moment où ces deux logiques sont incompatibles, surtout quand les difficultés sont là et qu'elles sont très importantes. Donc, effectivement, je comprends qu'aujourd'hui, le chef du gouvernement et le président de la République privilégient plutôt une logique d'efficacité et de cohérence. Je le regrette parce que je pense que sur le rassemblement, d'autres auraient évidemment vocation à être au gouvernement. Mais si c'est pour simplement afficher ces différences, afficher ces désaccords, ça n'a aucun intérêt. Donc vous êtes en train de nous dire que seuls qui ne peuvent être au gouvernement que ceux qui sont d'accord avec la ligne de Manuel Valls. Je pense qu'aujourd'hui, cette question, elle est en partie et du président de la République, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est la logique de cohérence, d'efficacité qui prévaut et qui doit prévaloir. Et je pense que ce choix, il est assez juste par rapport aux difficultés qui sont devant nous. Parce que l'année 2016 va être difficile. Il va y avoir probablement, là aussi, des imprévus, etc. Bon, donc cette logique-là, et évidemment, c'est un pari. C'est toujours un pari, de toute façon, la politique. C'est le pari que, in fine, les Français reconnaîtront cela, reconnaîtront la cohérence, reconnaîtront la fidélité dans l'action. C'est ça. Mais du coup, ce qui veut dire aussi que ces mêmes contestataires dont vous parliez se sont peut-être trouvés aussi une nouvelle chef de file de leur contestation. Vous craignez cette contestation? Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut faire, elle. Ce que je crois comprendre, c'est qu'elle n'est pas... Elle dit des choses de manière assez prudente par rapport à cela. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour elle. C'est vraiment une femme qui a apporté, d'ailleurs, par sa réflexion, par son verbe, par beaucoup de choses, par sa sensibilité. Mais je ne sais pas ce qu'elle voudra faire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, mais j'allais dire, c'est presque devenu comment dirais-je, un invariant, un constat. Il y a une gauche qui s'est positionnée dans la contestation. On va y revenir sur Christiane Taubira. Elle est plus dangereuse à l'extérieur ou à l'intérieur? Je n'en sais rien. Je ne pose pas la question comme ça. Qu'il y en ait un certain nombre qui souhaitent l'instrumentaliser dans leur combat contre le gouvernement, ça ne m'a pas échappé. Et ça n'a pas échappé aux observateurs. Maintenant, ça dépendra de ce qu'elle veut faire, elle. Le bilan de Christiane Taubira par le mariage pour tous, c'est quoi? Moi, je pense qu'elle a un bilan positif. Dans un contexte où la justice a aussi des défis tout à fait immenses à relever. Voilà, c'est pas simple pour la justice, parce que c'est une institution, comme beaucoup d'institutions, qui est confrontée à des chocs très importants, et notamment à un choc qui est la massification des contentieux. Donc c'est une institution qui vit des difficultés. Je trouve qu'elle a plutôt bien géré cela. Elle a géré quelque chose de manière très positive, c'est l'indépendance de la justice. Écoutez ce que disait Manuel Valls à propos du départ de Christiane Taubira. La gauche au pouvoir est confrontée au réel. Et parce qu'elle gouverne dans une période particulièrement difficile, elle doit tenir. Il y a toujours la tentation de partir. Il y a toujours la tentation de fuir ses responsabilités quand c'est difficile. Elle doit résister. Et résister au cours des choses pour tracer sa voie. Et résister aujourd'hui, ça n'est pas proclamer. Ça n'est pas faire des discours. Résister, c'est se confronter à la réalité du pays. Se confronter à la réalité du pays. Il a entièrement raison. Il y a une gauche qui ne veut pas gouverner, qui ne veut pas assumer la responsabilité, parce qu'elle considère que passer des compromis, c'est trahir. Voilà. Et c'est d'ailleurs aveuglant dans les propos que tiennent un certain nombre de responsables qui représentent cette gauche-là. Elle préfère se replier dans le confort qui consiste à ne jamais
comment dirais-je... C'est qui cette gauche-là? C'est celle qui dénonce en permanence la trahison de ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, c'est celle qui se réfugie dans des postures morales, politiques, mais qui ne construit rien. C'est une gauche destructrice. Ce n'est pas une gauche qui construit quoi que ce soit. Et honnêtement, je leur souhaite bien du courage, parce que quand je vois les uns et les autres, alors ils s'invitent entre eux, les uns, les autres. Bon, pour faire quoi? Personne ne le sait. Bon, donc c'est une gauche qui est purement dans la contestation, dans la protestation, et qui fondamentalement ne veut pas prendre des responsabilités. Comme sur la déchéance de nationalité, d'ailleurs, on en sait un petit peu plus sur le contenu du texte. On va savoir avec Alix Pichon. Le Premier ministre en personne est venu devant la commission des lois présenter le texte du projet de loi constitutionnelle. Le cœur du sujet, l'article 2, qui porte sur l'extension de la déchéance de nationalité pour les terroristes. À l'origine, le gouvernement voulait inscrire cette déchéance pour les binationaux dans la Constitution. Face à l'opposition à gauche, il a finalement choisi une formule plus prudente. Le gouvernement a décidé, en accord avec le président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. Le Premier ministre a réaffirmé que la révision constitutionnelle ne pourrait créer d'apatrides, ce qui implique que la déchéance de nationalité ne s'appliquerait bien qu'aux binationaux, même ceux nés en France, comme l'avait promis le président face au Congrès. Pour maintenir un principe d'égalité, les autres Français pourraient se voir privés des droits attachés à la nationalité. Le principe d'égalité commande aussi bien sur le plan moral que juridique d'unifier les régimes applicables aux personnes condamnées, encourant la déchéance, qu'elle soit naturalisée ou née française. Autre nouveauté, le Premier ministre souhaite que la déchéance s'ouvre aussi aux délits. Elle ne serait donc plus limitée aux seuls crimes. Une concession faite à la droite qui souhaite un élargissement du champ d'application de la déchéance. À ces annonces, l'opposition prise de court émet un premier avis plutôt prudent, mais semble rester ouverte au dialogue. Il faut encore qu'on ait la démonstration que ce soit bien par une révision de la Constitution qu'on arrive au plus d'efficacité. Voilà où j'en reste à ce stade, tant qu'on n'a pas d'autres éléments. Les débats dans l'hémicycle débuteront le 5 février prochain. Alors, la référence à la binationalité ne figurera donc plus noir sur blanc dans le texte. Et pourtant, certains à gauche disent que c'est un jeu d'écriture, c'est une hypocrisie. Ce matin, Pascal Cherki parlait de forfaiture politique. Vous leur répondez quoi? Que d'abord, c'est très outrancier. Cette gauche dont vous parliez à l'instant. De sa part, en particulier. Non, je pense que c'est une très bonne chose. Je trouve que l'écriture qui a été introduite, la seule chose que je regrette, c'est qu'elle n'ait pas été introduite dès le début. Voilà, soyons clairs. Ça aurait peut-être évité un certain nombre d'interrogations. Parce que, évidemment, les binationaux ne sont pas concernés en tant que binationaux. Ils seraient concernés s'ils commettaient des actes de terrorisme. Oui, bon. C'est le terrorisme qui est concerné. Donc, soyons clairs. Cette affaire, ou des délits graves. Ou des délits graves, oui, bien sûr. Cette affaire, ça, on pourra y revenir. Cette affaire, elle est très symbolique, au fond. Donc, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il retire le symbole. Et c'est vrai que beaucoup ont dit, j'ai encore vu Patrick Veil, on en a discuté encore cette semaine, la Fondation Jean Jaurès, beaucoup ont dit, le problème, c'est que ce soit dans la Constitution. C'est pas le fait qu'il y ait déchéance de nationalité. D'ailleurs, la déchéance de nationalité, elle existe dans notre droit, dans notre législation. C'est que ce soit dans notre Constitution. Elle existe dans d'autres pays. Donc je trouve que le gouvernement a retiré, au fond, quelque chose qui, je pense, doit apaiser le débat et si permettre c'était symbolique, il fallait que ce soit dans la Constitution, non? Pardon? Si c'était symbolique. Non, mais je parle des binationaux. Excusez-moi, je parle des binationaux. Oui, il fallait que la déchéance de nationalité soit dans la Constitution. D'ailleurs, c'est ce que dit l'avis du Conseil d'État. Moi, je pense que sur ce point-là, le gouvernement a eu raison de suivre l'avis du Conseil d'État, parce que ça évite évidemment... Vous voyez que le gouvernement fait des compromis, qu'ils arrivent à satisfaire votre non, mais bien sûr, mais de même que le Premier ministre a recherché, ce qui est bien normal, l'adhésion à la fois de la gauche ou d'une partie de la gauche. Je pense qu'il y a une partie de la gauche, de toute façon, qui ne votera pas voter le texte, toujours pour les mêmes raisons, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc qui est dans une protestation de principe, si vous voulez. Bon, donc ils ne voteront pas, mais je pense que beaucoup, et notamment j'ai vu qu'au sein du groupe socialiste, un certain nombre de ceux qui avaient des interrogations se sont ralliés à cette... Donc vous pensez qu'il y aura une majorité pour voter cette mesure inscrite? Et le deuxième point, c'est que le Premier ministre a aussi essayé de faire des
des compromis de l'autre côté, parce qu'il faut 3/5 pour voter une révision constitutionnelle. Vous pensez qu'il y aura cette majorité? Je vous rappelle que la dernière révision constitutionnelle de 2008 a été votée à une voix. Une voix, celle de Jack Lang. Donc n'oubliez jamais qu'une révision constitutionnelle, c'est toujours, excusez-moi, un exercice à haut risque. Donc c'est compliqué. Pour le président. C'est la politique. Oui, c'est dangereux, mais parce qu'il en a fait la condition du rassemblement de l'unité nationale. Et il a eu raison dans ce moment-là de faire, dans un moment aussi, comment dirais-je, d'un choc aussi fort, de vouloir essayer de rassembler les Français, et donc de rassembler les forces politiques autour de ce projet. Il n'y a plus union? C'est clair que ceux qui voteront contre la révision constitutionnelle voteront contre l'unité nationale. Pour moi, c'est très clair. Alors, on va s'intéresser au successeur de Christiane Taubira, si vous voulez bien, que vous connaissez bien, Jean-Jacques Urvoas. C'est au jeudi. Jean-Jacques Urvoas est donc le nouveau ministre de la Justice. Il était jusqu'alors président de la Commission des lois. Voyons les dossiers qui seront sur sa table avec Stéphanie Despierres. Premier chantier de Jean-Jacques Urvoas, la réforme constitutionnelle. Un objectif dans la droite ligne de son travail à la tête de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, il était chargé par Manuel Valls de trouver la formulation magique pour inclure la déchéance de nationalité dans la Constitution. Pour le reste, le nouveau ministre de la Justice n'affiche pas des ambitions démesurées, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant 15 mois, mon engagement sera de ne pas chercher à bouleverser l'univers judiciaire, mais à me concentrer sur la prise en charge du présent, seul gage d'un futur maîtrisé. Pourtant, Christiane Taubira quitte la chancellerie en laissant de gros dossiers sur la table. La réforme de la justice des mineurs, attendue depuis 2 ans et sans cesse repoussée. Ce texte voulant favoriser l'éducatif et la prévention n'est toujours pas à l'agenda parlementaire. Et le nouveau garde des Sceaux ne l'a pas évoqué lors de la passation de pouvoir. Autre projet cher à l'ancienne ministre, la justice du XXIe siècle, annoncé en 2014 et qui semble aussi au point mort. Au grand projet, Jean-Jacques Urvoas préfère les actions concrètes. Notre justice est aujourd'hui en permanence au bord de l'embolie. Et donc je vais m'attacher, pendant les 15 mois qui viennent, à faire en sorte que la seule loi d'importance soit votée, c'est-à-dire la loi de finances. Enfin, le nouveau ministre de la Justice devra faire passer au Parlement la réforme pénale, dont le volet sécuritaire inquiète une partie du monde judiciaire. Christophe Carrel, je vous présente Jim Jarassé, notre partenaire du SCAN, qui va vous interroger. Quelques petites minutes. D'abord, Katia, sur Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques Urvoas, à peine nommé, qui a imposé un peu sa marque. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait à ce poste? Urvoas, c'est the right man at the right place, comme on dit en bon français. Oui, bien sûr. Un nouvel accent, je ne garantis pas. Le bon moment. C'est un très bon choix et je pense qu'il a à la fois l'expérience, la compétence, il est extrêmement reconnu au Parlement. Et je crois que ce qu'il a dit est très juste. La justice, encore une fois, est confrontée à une massification des contentieux. Un choc extrêmement important, comme l'éducation nationale, d'ailleurs, d'un certain point de vue, avec la démocratisation de l'enseignement. Et donc, c'est vrai qu'il faut des moyens, et il faut encore plus de moyens. Et vous pensez qu'il a raison de dire que c'est la loi de finances qui est essentielle. Et vous pensez qu'il aura gain de cause? Déjà, on a fait beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, je constate que c'est des efforts qui ont été plutôt continus, y compris avec dans ces dernières années, y compris avec les alternances. Un ministère prioritaire. Oui, absolument. Donc il y a eu beaucoup d'efforts. Il faut continuer à faire des efforts. Jean-Jacques Urvoas est quand même connu pour être assez proche de la police, en tout cas de tout ce qui est du côté de l'intérieur. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que la police prédomine la justice aujourd'hui? Non. D'abord, Jean-Jacques est un professeur de droit public. Ce n'est pas. Il a travaillé sur les questions de sécurité, à la demande d'ailleurs de Martine Aubry, quand il était secrétaire national à ces questions. Mais il vient d'abord du droit. C'est un homme de droit, c'est un juriste. Oui, mais dans un livre en 2011, il voulait rassembler police et justice sous le même ministère. Ce livre, je le connais très bien. Il voulait supprimer la préfecture de police. Il voulait. Bon, ce livre, c'était toutes les réformes qui ne seront pas faites. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs un côté tout à fait sympathique. C'est un côté tout à fait. Oui, mais ça sert à réfléchir. C'est un côté sympathique et éminemment
intéressant chez Jean-Jacques Urvoas, c'est que c'est un homme qui a beaucoup de liberté intellectuelle. Et effectivement, il avait écrit un livre assez amusant. Sur tout ce qu'il ne faut pas faire en politique, c'est ça. C'était toutes les réformes qu'il ne fallait pas faire et qui ne se feront pas, mais qui permettaient effectivement de poser un certain nombre de débats qui sont des vrais débats. Bon, bah, ça va lui faire plaisir. On va passer tout de suite à notre rubrique avec Jim Jarassé. Jim, c'est à vous. On commence par une phrase qui a été prononcée cette semaine par Aurélie Filippetti, on le sait, qui est opposante à la question de la déchéance de nationalité. Le gouvernement de François Hollande, a-t-elle dit, prend un virage autoritaire. Comment en est-on arrivé à cette situation? Une députée socialiste, qui plus est ancienne ministre, accuse l'exécutif d'une quasi-dérive dictatoriale. Oui, c'est une plaisanterie. Hein. Qui peut croire ça? Qui peut prendre ça au sérieux? C'est des déclarations qui sont tellement excessives qu'elles en deviennent effectivement insignifiantes. Personne ne peut croire que la France est en train d'entrer dans un régime policier ou autoritaire. Ce n'est pas sérieux. Quel est le but de cette surenchère, puisque vous la décrivez ainsi? Je pense qu'il y a peut-être du ressentiment personnel chez certains qui ont été ministres, qui ne le sont plus. C'est toujours difficile, évidemment. Mais enfin, bon... Est-ce qu'elle incarne, Aurélie Filippetti et les autres, la gauche destructrice dont vous parliez tout à l'heure? À travers ces déclarations, oui, parce que je pense que faire croire aux Français que nous allons vers un régime dictatorial, si vous voulez, c'est pas sérieux. Et il faut... Moi, ce qui me frappe, c'est que dans le débat public aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques qui s'expriment de manière irresponsable. Il faut garder quand même la rigueur, au moins intellectuelle. Ils ont été plusieurs à prendre position, justement profitant du départ de Christiane Taubira. On a entendu Benoît Hamon, on a entendu Delphine Batho, on a entendu Arnaud Montebourg qui a fait un tweet pour féliciter Christiane Taubira de son départ. Est-ce que l'exécutif doit craindre la constitution d'une sorte de ligue d'anciens ministres entrés en résistance contre sa ligne? Je comprends qu'il y ait des déclarations sur Christiane Taubira de sympathie, de proximité. Et ça, moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Et dans ceux que vous avez cités, il y a sans doute cette dimension. Par contre, c'est vrai que certains, et depuis maintenant des mois, sont entrés dans une logique, dans une stratégie qui est une stratégie alternative à ce que l'on fait, ce que fait le Parti socialiste, etc. Donc la question est de savoir jusqu'où ils vont aller, où cela va-t-il les mener. 2017, moi je n'en sais rien, ça leur appartient. Ça leur appartient. Cette question leur appartient, il faut qu'ils y répondent. Mais le risque, c'est quoi? C'est la confrontation en 2017. C'est pour ça que je dis que c'est destructeur, parce que je ne crois pas à cette alternative. Je n'y crois d'autant moins que les Français n'ont pas l'air d'être très attirés par quand ils votent, par les thèses qui sont défendues par ces responsables politiques. Et donc, ça se terminera comment? tout cela? À la confrontation entre deux gauches pour 2017? Oui, peut-être. Je ne l'exclus pas, mais il y a un moment où il faut aussi que les choses soient posées. Et in fine, c'est quand même les Français, les électeurs, qui tranchent ces questions-là. Ceci dit, en 2017, il faudra quand même être un peu prudent, parce qu'une telle confrontation affaiblirait inévitablement, probablement, celui qui pourrait représenter la gauche au deuxième tour. Donc il y aura là des responsabilités très lourdes à prendre. Alors, il y a un autre type de frondeur qui joue un peu sa petite musique personnelle. Il s'agit d'Anne Hidalgo, vous qui êtes élu parisien, vous la connaissez bien. Elle s'est à nouveau opposée le week-end dernier à la volonté d'Emmanuel Macron de remettre en cause les 35 heures. C'est la nouvelle Martine Aubry Non, moi j'ai pas de critique à formuler vis-à-vis de Anne Hidalgo non, mais je la respecte. Elle est maire de Paris, elle fait un bon travail à Paris. Pour le reste, je pense qu'il faut, encore une fois, que dans la période où nous sommes, et en particulier à gauche, nous avons une responsabilité particulière. Nous sommes au pouvoir, nous sommes en responsabilité. Il faut veiller à ce que les propos soient respectueux des uns et des autres. Face à la fronde, l'aile droite du PS dont vous faites partie se structure et veut faire entendre sa voix, on l'a bien compris. Le pôle des réformateurs, dont vous faites partie, qui s'est constitué autour de soutien de Manuel Valls, s'est doté début janvier d'une association de financement. Oui. Donc ça sert à collecter des dons. Oui, à quoi ça sert, in fine? Ça sert à financer
les maigres activités que nous avons organisé par exemple une journée d'été avec Emmanuel Macron d'ailleurs, à Pessac-Léognan, chez mon ami Gilles Savary. Et ça suppose quelques petits moyens, des petits moyens, j'insiste là-dessus. Et vous savez peut-être ou vous ne savez pas que les micro-partis permettent de collecter... oui, ça sert toujours à quelque chose. Il ne s'agit en aucun cas de préparer une éventuelle candidature présidentielle. Je l'ai dit, de personne... de Manuel Valls en particulier. Dernière question. Bien. L'actualité du jour, c'est François Hollande qui reçoit aujourd'hui la famille de Jacqueline Sauvage, cette mère de famille qui est en prison après avoir tué son mari, qui l'a batté et abusé également de ses enfants. De nombreux responsables politiques à gauche comme à droite ont pris position en faveur de Jacqueline Sauvage et réclament notamment une grâce présidentielle. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je suis très réservé sur cette question parce qu'il y a eu 2 jugements en cour d'assises. Et je vous rappelle que la gauche, puisque c'est nous qui l'avons mis dans la loi, mais après que la droite l'ait engagé, a décidé de créer un appel en cour d'assises. Et à partir de là, je considère que c'est très compliqué de remettre en cause un jugement qui a été... des politiques, selon vous ? C'est pas le rôle des politiques. La grâce présidentielle, au passage, c'est quand même un héritage de la monarchie. C'est pas quelque chose de très, très républicain. Mais surtout, dès lors qu'il y a cet appel, qu'il y a eu deux jugements, c'est quand même compliqué. Je vais vous dire ce que je pense fondamentalement. C'est que je pense que cette personne a été très mal défendue. Parce que ces avocates ont voulu, ce qui est une erreur, les avocats le savent, ont voulu défendre une cause plutôt qu'une personne. Donc si on vous entend bien, pas vraiment pour la grâce présidentielle et vous souhaiteriez que François Hollande ne se prononce pas. D'abord, ça appartient au président de la République en propre. Mais moi, je suis réservé. Je pense que pour parler clairement, dans ces situations-là, la grâce présidentielle devrait même être supprimée. Voilà. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup, Christophe Cache, d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. Très bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour Parlement Hebdo.